Jean-Pierre Dubois entra dans la banque Lefebvre et compagnie, ne portant qu'une vieille sacoche en cuir. Pour Richard Lefebvre, il n'était rien de plus qu'un vieil homme fatigué et usé. Juste un autre désagrément qui encombrait le hall d'entrée aux finitions impeccables. Le sol en marbre reflétait les rires étouffés des employés qui se gaussaient et des clients qui chuchotaient. Amusé, lorsque Jean-Pierre déclara calmement que cette banque lui appartenait. Les agents de sécurité le bousculèrent violemment, le traînant vers la rue alors que les voix moqueuses s'élevaient en chœur. Leur cruauté résonnait, certains d'avoir écrasé l'illusion d'un fou. Mais derrière les yeux tranquilles de Jean-Pierre se cachait quelque chose qu'aucun d'entre eux n'imaginait. Ce qui avait commencé par des rires dans ce hall scintillant ne se terminerait pas en rire. Car il venait de se moquer du mauvais homme. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres de l'agence principale de la banque Lefebvre et compagnie. Sur la presqu'île de Lyon, projetant de longues ombres sur le sol de marbre poli, le hall bourdonnait d'activité tandis que les clients faisaient la queue et que les caissiers comptaient l'argent derrière leur guichet. Une femme d'âge mûr, vêtue d'un tailleur coûteux, ajusta son collier de perles, ses doigts manucurés s'agitant avec le fermoir tandis qu'elle observait l'entrée. « Avez-vous vu ce vieil homme étrange dehors ?» murmura-t-elle à un autre client. « Il fait les 100 pas depuis 10 minutes. » Les agents de sécurité se redressèrent, leurs mains se déplaçant par réflexe vers leur ceinture alors que les lourdes portes en verre s'ouvraient lentement. Les chuchotements s'intensifièrent à l'entrée de Jean-Pierre Dubois. Son vieux manteau de laine marron, rapiécé à plusieurs endroits, flottait sur sa silhouette mince. Une vieille sacoche en cuir usé, un modèle de messager datant de la guerre, était passé sur son épaule. Son cuir, patiné par les années, portait les cicatrices du temps. Les chaussures de Jean-Pierre, craquelées et poussiéreuses, produisaient de légers bruits de frottement contre le sol alors qu'il avançait. Son visage, marqué par l'âge et la sagesse, restait impassible malgré le concert grandissant de ricanements et de doigts pointés. Une jeune mère serra son enfant contre elle, tandis qu'un homme d'affaires en costume de luxe fit mine de vérifier sa montre en levant les yeux au ciel. « Regardez cette sacoche », marmonna quelqu'un, probablement pleine de vieux journaux. Les agents de sécurité échangèrent un regard, leurs mains reposant désormais ouvertement sur leurs équipements. Derrière le comptoir, plusieurs employés cessèrent leur travail pour le dévisager. Une jeune caissière nommée Chloé Martin observait avec un malaise croissant ses collègues partager des sourires entendus. Jean-Pierre atteignit le centre du hall, sa présence imposant le silence malgré son humble apparence. Il se tenait droit, sa dignité évidente dans sa posture, et regarda autour de lui avec des yeux clairs et intelligents. Les murmures continuèrent, s'amplifiant alors qu'il ajustait la sacoche sur son épaule. « Cette banque, » annonça-t-il d'une voix qui porta à travers le sol de marbre, « est à moi. » Un instant, le silence tomba sur le hall. Puis, comme une digue qui cède, le rire éclata de tous les coins. La femme aux perles couvrit sa bouche d'une main, ses épaules secouées d'une hilarité à peine contenue. Un groupe de jeunes cadres près du comptoir des dépôts ne prirent même pas la peine de cacher leur amusement, le montrant du doigt ouvertement. « Vous avez entendu ça ?» cria un homme en costume rayé. « Il pense qu'il possède la banque Lefebvre. » D'autres rires suivirent. Richard Lefebvre, le directeur de l'agence, sortit de son bureau, le visage rouge de colère. C'était un homme grand aux cheveux gris soigneusement coiffés et portant un costume sur mesure qui criait l'autorité. Ses chaussures claquèrent sèchement sur le sol alors qu'il s'approchait de Jean-Pierre. « Monsieur, » dit Lefebvre d'une voix dégoulinante de condescendance, « je vais devoir vous demander de partir. » Il fit signe aux agents de sécurité qui commencèrent à avancer. Jean-Pierre ne broncha pas. « J'ai les documents, » commença-t-il, mais Lefebvre le coupa d'un geste sec de la main. « Des documents ?» La voix de Lefebvre s'éleva, jouant pour son public. « Le seul document dont vous ayez besoin est le panneau de la sortie. » Plusieurs clients ricanèrent. L'encourageant. « Sécurité, veuillez escorter cet individu hors des locaux. » Les gardes s'approchèrent de Jean-Pierre de chaque côté, le visage sévère. L'un d'eux attrapa son bras, mais Jean-Pierre se dégagea avec une agilité surprenante. « Vous faites une erreur, » dit calmement Jean-Pierre, alors même que les gardes le saisissaient. « Je peux prouver. » La seule erreur, l'interrompit bruyamment Lefebvre, a été de vous laisser entrer. Nous ne servons pas les gens de votre espèce ici. Une inspiration collective suivit ces paroles. Certains clients semblaient mal à l'aise, mais la plupart continuaient de regarder avec un intérêt amusé tandis que les gardes commençaient à pousser de force Jean-Pierre vers la sortie. « Mon espèce ?» répéta doucement Jean-Pierre, sa voix portant malgré son faible volume. « Et quelle espèce serait-ce, monsieur Lefebvre ?» Le visage du directeur s'empourpra davantage. « L'espèce qui ne connaît pas sa place. » claqua-t-il. « L'espèce qui entre ici en faisant des déclarations ridicules et en dérangeant d'honnêtes clients. » Chloé, la jeune caissière, regardait avec une horreur grandissante les gardes pousser brutalement Jean-Pierre vers les portes.
Son manteau était tiré sur ses épaules tandis qu'il le malmenait. Mais il ne perdit jamais son sang-froid. Ses yeux restaient fixes, son dos droit, même si sa dignité ne tenait qu'à un fil. La femme au père lui un sourire narquois alors que Jean-Pierre était poussé devant elle. Certaines personnes, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende, ne savent tout simplement pas quand elles ne sont pas les bienvenues. Le hall était devenu un théâtre de la cruauté avec Jean-Pierre au centre de la scène. Des téléphones apparurent dans les mains, enregistrant le spectacle. Quelques adolescents près du distributeur automatique ricanèrent et le montrèrent du doigt. Tandis que des professionnels faisaient semblant d'être absorbés par leur téléphone, levant occasionnellement les yeux pour observer la scène. Les agents de sécurité resserrèrent leur prise sur les bras de Jean-Pierre alors qu'ils approchaient de la sortie. Sa sacoche tanguait dangereusement sur son épaule. Mais il réussit à la retenir malgré leur traitement brutal. Lefebvre suivait derrière, le visage affichant une satisfaction suffisante alors qu'il regardait le vieil homme être expulsé de son domaine. « Et ne revenez pas » cria Lefebvre en redressant sa cravate. « La prochaine fois, nous vous ferons arrêter pour violation de propriété. » Les gardes poussèrent Jean-Pierre vers les portes vitrées, leurs reflets multipliant l'humiliation à la vue de tous. Le soleil matinal qui avait auparavant réchauffé le hall semblait maintenant dur et accusateur. Soulignant chaque pièce sur son manteau, chaque fil effiloché de sa sacoche, chaque ride sur son visage digne alors qu'il était contraint de sortir. La poigne de l'agent de sécurité se resserra sur les bras de Jean-Pierre alors qu'il le faisait traverser le hall. Ses chaussures usées raclèrent le sol de marbre poli, laissant de légères marques qui semblaient tracer le chemin de son humiliation. Un des gardes, un homme costaud à la coupe en brosse, tira particulièrement fort, faisant trébucher Jean-Pierre. « Faites attention à son sac » ricana Lefebvre, qui suivait de près. « Il ne faudrait pas qu'il laisse tomber sa collection de détritus dans mon hall. » La vieille sacoche en cuir se balançait dangereusement sur l'épaule de Jean-Pierre alors qu'il tentait de garder l'équilibre. Ses doigts usés agrippaient le cuir rugueux, mais la manipulation brutale du garde rendait difficile le maintien de sa prise. Un jeune cadre en costume de luxe avança légèrement son pied. Pas assez pour faire tomber Jean-Pierre, mais assez pour le faire trébucher à nouveau. « Faites attention où vous mettez les pieds » dit le cadre avec un sourire narquois, provoquant les rires des clients voisins. Le second garde, plus petit mais tout aussi énergique, tira le bras de Jean-Pierre dans un angle inconfortable. Le mouvement brusque fit glisser la sacoche de son épaule. Jean-Pierre tendit désespérément la main pour la rattraper, mais la prise du garde l'empêcha d'aller assez loin. La sacoche heurta le sol avec un bruit sourd et lourd, son contenu se répandant sur le marbre en un éventail de papier jauni. Le rire dans le hall s'éteignit instantanément. Au lieu du tas attendu d'ordures ou de vieux journaux, des documents impeccables s'étalaient sur le sol. Du papier épais de couleur crème, vieilli jusqu'à un jaune riche, portait des sceaux officiels et des rubans. Des tampons de notaire à l'encre rouge délavée marquaient les coins des contrats. Des lettres dorées en relief captaient la lumière du matin, projetant de petites étincelles sur le marbre. « Qu'est-ce que c'est que ça » chuchota quelqu'un. La femme au collier de perles se pencha en avant, les yeux écarquillés en reconnaissant le sceau officiel de la République française sur l'un des documents. Un homme d'affaires qui riait quelques instants plus tôt ajusta ses lunettes, plissant les yeux pour lire les dates visibles sur certains papiers. Des dates datant de plusieurs décennies. Chloé Martin, la jeune caissière qui avait observé la scène avec un malaise croissant, sortit de derrière son comptoir. Elle s'agenouilla et ramassa l'un des documents qui avait glissé près de son poste. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle tenait le papier à la lumière. « C'est un acte de propriété, » dit-elle, sa voix claire dans le hall soudainement silencieux. « Il y a le nom de Monsieur Dubois dessus. Jean-Pierre Dubois. » Le visage de Lefebvre devint plus sombre qu'auparavant. « Reposez ça immédiatement, » claqua-t-il en s'avançant vers elle. « Ce ne sont que des déchets. Probablement de faux documents qu'il a imprimés à la bibliothèque. » Mais les yeux de Chloé restaient fixés sur le papier, observant le sceau officiel du notaire. La calligraphie soignée, les signes indubitables de l'âge. « C'est authentique, » dit-elle en levant les yeux vers Lefebvre. « Ce papier a au moins 50 ans. On ne peut pas contrefaire ce genre de vieillissement. » J'ai dit, reposez ça. La voix de Lefebvre se brisa de colère. Il lui arracha le document des mains, le froissant légèrement dans sa poigne. Retournez à votre poste avant de vous retrouver à chercher un nouvel emploi. D'autres clients s'étaient approchés, leur téléphone enregistrant maintenant les documents éparpillés au lieu de l'humiliation de Jean-Pierre. Un banquier à la retraite, les cheveux argentés soigneusement peignés, se pencha pour examiner un autre papier. Ce sont des documents bancaires, dit-il, son expérience professionnelle évidente dans son ton. Des originaux, à première vue, et c'est bien l'ancien sceau de la banque. La prise des gardes sur Jean-Pierre s'était relâchée sous l'effet de la surprise. Mais il tenait toujours ses bras.
Jean-Pierre restait calme, ses yeux fixes observant les gens découvrir la vérité de ses paroles. Sans un mot, il s'agenouilla lentement, forçant les gardes à le lâcher ou à se pencher avec lui. Ils choisirent de le relâcher, reculant avec incertitude. Monsieur, dit l'un des gardes à Lefebvre. Peut-être que nous devrions. Peut-être que vous devriez faire votre travail, le coupa Lefebvre. Il se tourna vers le hall, sa voix s'élevant avec autorité. C'est clairement une tentative de fraude. Ces papiers pourraient être imprimés par n'importe qui avec un ordinateur et quelques compétences de base en design. Jean-Pierre se déplaçait méthodiquement, ramassant ses documents un par un. Ses mouvements étaient délibérés, sans hâte, comme s'il avait tout le temps du monde. Chaque papier qu'il ramassait était soigneusement lissé et replacé dans sa sacoche. Le hall observait dans un silence tendu, seulement rompu par le son des sirènes approchant. À travers les portes vitrées, 2 voitures de police pouvaient être vues s'arrêtant sur le trottoir. Leurs gyrophares clignotant, le visage de Lefebvre montra un soulagement à leur arrivée. Enfin, dit-il, maintenant nous pouvons gérer cela correctement. Jean-Pierre continuait de rassembler ses papiers, apparemment indifférent à l'approche des officiers, alors qu'il attrapait le dernier document. Quelque chose de petit et de métallique brilla dans sa main. Une clé en laiton, sa surface assombrie par l'âge, capta la lumière du matin. Le métal était usé et lisse par endroits après des années de manipulation. Ses dents toujours aiguisées et précises malgré son âge évident. Il serra fermement la clé, ses doigts sombres contrastant avec le laiton vieilli. Se relevant lentement, la sacoche de nouveau bien en place sur son épaule. Jean-Pierre leva les yeux pour croiser le regard de Lefebvre. Son expression restait composée, digne, ne montrant ni peur ni colère malgré l'humiliation du matin. Les policiers atteignirent les portes, leurs uniformes projetant des ombres à travers le verre. Le sourire triomphant de Lefebvre s'agrandit alors qu'il leur faisait signe d'entrer. Mais la prise de Jean-Pierre sur la clé ne faiblit jamais. Il resta sur ses positions, son visage buriné serein, comme s'il tenait non seulement une clé dans sa main, mais le pouvoir de révéler des décennies de vérité cachée. La clé en laiton capta la lumière du soleil matinal, sa surface usée racontant des histoires de décennies passées. Jean-Pierre la leva entre son pouce et son index, la laissant bien visible pour tout le monde dans le hall. Le métal semblait briller d'une lumière intérieure, attirant tous les regards sur sa forme ancienne. Ceci, dit Jean-Pierre, sa voix portant calmement mais fermement à travers le hall maintenant silencieux, est la clé maîtresse du coffre-fort original, celui qui a été installé lorsque cette banque a ouvert ses portes en 1946. Les 2 policiers s'arrêtèrent juste à l'entrée, évaluant la scène devant eux. L'un d'eux porta instinctivement la main à sa ceinture, mais l'autre leva la main, lui faisant signe d'attendre. La tension dans la pièce avait changé. Quelque chose ne collait pas avec ce soi-disant intrus. Le visage de Lefebvre devint pâle une fraction de seconde alors que ses yeux se fixaient sur la clé. La reconnaissance traversa ses traits avant qu'il ne puisse la cacher. Sa main tressaillit comme s'il luttait contre l'envie de s'emparer de la clé lui-même. Mais tout aussi rapidement, il força un rire, qui sortit sec et cassant. C'est ridicule, dit Lefebvre en redressant sa cravate. C'est probablement juste une vieille clé qu'il a trouvée dans un marché aux puces. Sécurité, veuillez confisquer les biens de cet homme pour les besoins de l'enquête. Un des gardes s'avança, tendant la main vers la clé. Mais Jean-Pierre la glissa habilement dans la poche de son manteau. Le coffre a été fabriqué par la société Fichet-Bosch. Poursuivit-il calmement. Numéro de série 847 392. Installé le 15 mars 1946 par le technicien Jacques Martin. La combinaison a été réglée sur la date de naissance de votre grand-père. Thomas, le 12 février 1912. Le faux sourire de Lefebvre disparut. Des perles de sueur apparurent sur son front malgré l'air conditionné. Quelques clients échangèrent des regards. Leur téléphone toujours en train d'enregistrer. Le banquier à la retraite, qui avait examiné les documents plus tôt, se caressa le menton d'un air songeur. Ce sont des détails très spécifiques, dit le banquier, des détails qu'il serait difficile de trouver sans une connaissance interne. C'est absurde, claqua Lefebvre, mais sa voix avait perdu une partie de son autorité. Il se tourna vers les policiers. Officiers, cet homme viole une propriété privée. Il perturbe les affaires et harcèle nos clients avec ses affirmations ridicules. Le plus grand des officiers s'avança, la main posée sur sa ceinture. Monsieur, je vais devoir vous demander de nous accompagner. Chloé s'avança de nouveau, tenant un autre document qu'elle avait discrètement récupéré sur le sol. Officier, attendez, ces papiers ont l'air authentiques. Ne devrions-nous pas au moins? Mademoiselle Martin, la voix de Lefebvre craqua comme un fouet. Un mot de plus et vous pourrez aller chercher votre dernier chèque de paye. La jeune caissière tressaillit, mais ne recula pas. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle tint bon, le document toujours fermement dans sa main. Plusieurs clients avaient maintenant leur téléphone braqué sur elle, capturant son petit acte de défi.
Il prétend être propriétaire d'une agence bancaire majeure. Poursuivit Lefebvre en s'adressant aux officiers. C'est clairement une tentative de fraude. Je veux qu'il soit arrêté. Les officiers s'avancèrent, leurs chaussures claquant sur le sol de marbre. Jean-Pierre ne résista pas alors qu'il prenait ses bras. Plus doucement que les agents de sécurité ne l'avaient fait. Sa dignité restait intacte, son dos droit, ses yeux fixes. La clé fonctionne toujours, dit tranquillement Jean-Pierre en regardant directement Lefebvre. Vous le savez, tout comme vous savez qui je suis et ce que votre grand-père a fait. Le visage de Lefebvre s'assombrit. Sortez-le d'ici et confisquez ce sac de faux. Le sac reste avec moi, dit Jean-Pierre, sa voix toujours calme, mais portant une pointe d'acier qui fit hésiter les officiers. Sauf si vous avez un mandat. Ces documents sont ma propriété légale. Le banquier à la retraite s'avança. Il a raison, officier, sans mandat, vous ne pouvez pas prendre ces possessions. C'est le droit de propriété élémentaire. Lefebvre semblait sur le point d'exploser. Mais il ne pouvait pas contester ce fait juridique. Les officiers hochèrent la tête, permettant à Jean-Pierre de garder sa sacoche alors qu'il le guidait vers la porte. La foule s'écarta, leur téléphone suivant sa progression. Certains visages montraient de la confusion, d'autres de la honte pour leurs moqueries antérieures. Alors qu'ils atteignaient les portes vitrées, Jean-Pierre tourna légèrement la tête. « Vous venez de jeter dehors votre propriétaire », dit-il, sa voix portant clairement à travers le hall silencieux. « Souvenez-vous de ce moment, monsieur Lefebvre, souvenez-vous-en bien. » Les officiers poussèrent les portes, menant Jean-Pierre dehors sous le soleil éclatant du matin. Le bruit de la circulation se précipita à l'intérieur à l'ouverture des portes. Les sons de la ville offrant un contraste saisissant avec le silence tendu à l'intérieur. Une petite foule s'était rassemblée sur le trottoir, attirée par la présence de la police et la scène qui se déroulait à travers les murs de verre. D'autres téléphones apparurent, enregistrant le moment où les officiers relâchèrent Jean-Pierre sur le trottoir. Il ajusta son manteau, installa plus confortablement sa sacoche sur son épaule et commença à s'éloigner à pas mesurés. Pas de trébuchement maintenant, pas d'incertitude, juste le pas régulier d'un homme qui savait exactement où il allait. À l'intérieur, Chloé pressa sa main contre la vitre, le regardant disparaître dans la foule. Son autre main tenait toujours le document. Ses jointures blanches de tension. Elle remarqua à peine les larmes qui s'étaient formées dans ses yeux. Mais elle ne pouvait ignorer la façon dont son cœur battait dans sa poitrine. Quelque chose de profond venait de se produire. Quelque chose qui ne s'effacerait pas simplement avec les commérages du matin. Derrière elle, Lefebvre aboyait des ordres, essayant de restaurer la normalité dans son hall. Au travail, le spectacle est terminé. Sécurité, faites sortir ces gens s'ils ne sont pas ici pour affaires. Mais la normalité semblait hors de portée. Les clients chuchotaient entre eux. Les téléphones partageaient les images. Et les événements du matin se propageaient sur les réseaux sociaux. La vérité, comme le soleil du matin à l'extérieur, avait commencé à percer les fissures de la façade soigneusement entretenue de Lefebvre. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur les trottoirs de Lyon alors que Jean-Pierre Dubois marchait d'un pas régulier vers chez lui. Ses chaussures usées claquaient contre le béton, le rythme correspondant à celui de son cœur. La sacoche effilochée pesait lourd sur son épaule, remplie du poids de décennies de vérité. Un scooter pétaradant passa à toute vitesse. Le conducteur klaxonnant. « Dégagez de la rue, le vieux !» cria quelqu'un depuis une voiture qui passait. Jean-Pierre ne broncha pas. Il avait entendu pire, survécu à pire. Ses yeux restaient fixés devant lui. Sa démarche inébranlable. Les vidéos virales de la banque se propageaient déjà. Dans la rue, les gens le montraient du doigt et chuchotaient. Certains sortaient leur téléphone pour prendre d'autres photos du vieil homme fou qui prétendait posséder une banque. Un groupe d'adolescents au coin de la rue ricana à son passage. « Hé, monsieur !» cria l'un d'eux. « Quelle banque vous allez acheter ensuite ?» Jean-Pierre tourna au coin d'une rue plus calme, laissant les moqueries derrière lui. Le quartier changea rapidement. Les immeubles de bureaux impeccables laissèrent la place à des appartements plus anciens. Typiques du quartier de la Croix-Rousse. Les trottoirs propres devinrent du béton fissuré. Son monde, le vrai monde, loin des sols en marbre et du laiton poli du centre-ville. Il monta les escaliers usés jusqu'à son appartement du 3e étage. Chaque marche délibérée, la clé racla dans la serrure. Pas une clé de coffre-fort en laiton fantaisiste. Juste une simple clé de porte qui coinçait parfois. À l'intérieur, la lumière de l'après-midi filtrait à travers de minces rideaux, illuminant des murs tapissés de boîtes en carton et de classeurs. Pour n'importe qui d'autre, la petite pièce aurait pu paraître encombrée, voire obsessionnelle, mais chaque boîte, chaque dossier, chaque papier jauni avait sa place dans l'histoire. Des décennies de preuves soigneusement conservées. Jean-Pierre posa sa sacoche à côté d'une boîte étiquetée « 1946 documents originaux ». La pièce sentait le vieux papier et le cirage. Jean-Pierre gardait tout propre, organisé. Un lit simple se trouvait dans un coin, soigneusement fait.
Un petit coin cuisine occupait un autre. Les comptoirs impeccables. Une table en bois avec 2 chaises se tenait au centre. Sa surface dégagée à l'exception d'une lampe et du journal du matin. Il s'enfonça dans l'une des chaises. Ses os endoloris par la confrontation de la journée. La pièce s'assombrit alors que des nuages passaient devant le soleil. Et son esprit retourna en arrière. À ce printemps de 1946. Ça va tout changer. Thomas. Le jeune Jean-Pierre se tenait dans une boutique vide. Des plans étalés sur une table de fortune. Il portait son plus beau costume. Celui pour lequel il avait économisé pendant 3 mois. Une banque qui sert tout le monde. Qui traite tout le monde avec respect. Thomas Lefèvre hocha la tête. Ses cheveux blonds captant la lumière du soleil. La première banque véritablement populaire de la région. C'est révolutionnaire. Jean-Pierre. Il lui tapa sur l'épaule. Ton sens des affaires et les relations de ma famille. Nous ne pouvons pas échouer. Ils s'étaient rencontrés après la guerre. Tous deux animés par le désir de reconstruire. Thomas avait semblé différent des autres. Il avait vu au-delà des apparences pour reconnaître l'esprit vif de Jean-Pierre pour les affaires. Ensemble, ils avaient élaboré les plans d'un nouveau type de banque. Le souvenir se déplaça, se brouilla, se reforma. 6 mois plus tard, la banque était ouverte, prospère, mais quelque chose avait changé dans les yeux de Thomas quand il regardait Jean-Pierre. La chaleur était devenue froide. Sois raisonnable, Jean-Pierre. La voix de Thomas résonnait à travers son bureau en acajou. Les autres banques ne travailleront pas avec nous si elles savent que tu es copropriétaire. Les membres du conseil d'administration menacent de se retirer. Pense à la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble. Les mains de Jean-Pierre agrippèrent la chaise. La situation dans son ensemble. C'était de changer les choses. De les rendre justes. Ou ne était-ce que des paroles en l'air? Un autre changement. Tard le soir à la banque. Jean-Pierre découvrant les documents falsifiés. Son nom effacé. La propriété transférée. La signature de Thomas surtout. Des astuces juridiques et des failles exploitant les lois d'une France encore instable. Conçues pour maintenir les gens sans pouvoir à leur place. Tu peux te battre, avait dit Thomas, sans même prendre la peine de nier. Mais qui les tribunaux croiront-ils? Un homme d'affaires respecté d'une vieille famille? Ou, il laissa les mots en suspens. Jean-Pierre était parti cette nuit-là. La dignité intacte, mais le cœur brisé. Il s'était construit une autre vie. Discrètement. Des investissements immobiliers. Des projets communautaires. Il avait appris à travailler au sein du système tout en rassemblant des preuves. En construisant son dossier. En attendant. Le souvenir s'estompa alors que les nuages se dissipaient. Le soleil de fin d'après-midi filtrait par la fenêtre. Jean-Pierre cligna des yeux, revenant au présent. Ses articulations protestèrent alors qu'il se levait, se dirigeant vers le petit coin cuisine. Il ne pouvait pas se permettre de se perdre dans le passé. Pas maintenant, pas alors qu'il était enfin prêt à agir. Il réchauffa une casserole de lentilles sur la plaque chauffante. Coupa un morceau de pain de la veille. Une nourriture simple, bonne, une nourriture qui lui rappelait la cuisine de sa mère. Les leçons apprises à sa table sur la dignité et la persévérance. La lampe sur la table projetait un cercle de lumière chaude alors que l'obscurité s'insinuait dans la pièce. Jean-Pierre mangea lentement, méthodiquement, la clé en laiton du coffre de la banque posée à côté de son assiette. Sa surface captait la lumière de la lampe, projetant d'étranges ombres sur la table en bois usé. Chaque bouchée le ramenait au dîner de son enfance, au repas partagé avec Thomas lorsqu'il planifiait la banque, aux innombrables soirées solitaires passées à construire son dossier. Les lentilles étaient chaudes et nourrissantes, le pain croustillant. Des plaisirs simples, mais les siens. Son téléphone vibra soudainement, vibrant contre la table. L'écran s'illumina avec un numéro inconnu, projetant une lumière bleue sur la clé en laiton. Jean-Pierre s'arrêta, la cuillère à mi-chemin de sa bouche, regardant le téléphone danser sur la surface en bois alors qu'il continuait de sonner. Jean-Pierre fixa le téléphone vibrant, sa main usée planant au-dessus. La lueur bleue pulsait au rythme des vibrations, projetant des ombres changeantes sur son simple dîner. Il recevait rarement des appels ces jours-ci. La plupart de ses vieux amis étaient partis. Et ses avocats savaient qu'il fallait utiliser le courriel. Le téléphone poursuivit sa danse insistante sur la surface en bois. Par la fenêtre, les derniers rayons du soleil couchant peignaient le ciel de Lyon de profonds oranges et violets. Les bruits de la circulation montaient de la rue en contrebas. Une berceuse urbaine constante à laquelle il s'était habitué au fil des ans. Ses doigts se refermèrent sur le téléphone à clapet. Pas un de ces smartphones sophistiqués que tout le monde portait maintenant. Il croyait aux choses qui duraient. Aux choses auxquelles on pouvait faire confiance. Le plastique était usé et lisse après des années de manipulation. La charnière lâche mais fiable. Il le laissa sonner encore une fois, étudiant le numéro inconnu. D'après son expérience, les appels surprises apportaient rarement de bonnes nouvelles. Mais quelque chose le fit hésiter. Peut-être étaient-ce les événements de la journée. Peut-être étaient-ce des décennies d'attente qui arrivaient enfin à leur terme. Le téléphone semblait lourd dans sa main alors qu'il l'ouvrait. Allô? Sa voix était stable.
Contrôlée, tout comme elle l'avait été à la banque plus tôt. Monsieur Dubois? Une voix de jeune femme. Hésitante, mais déterminée. C'est Chloé Martin, de la banque aujourd'hui. La caissière qui a ramassé votre document. La main libre de Jean-Pierre se posa sur la clé en laiton sur la table. Ses doigts traçant ses bords usés. Oui, mademoiselle Martin, je me souviens. Comment aurait-il pu oublier? Elle avait été la seule à montrer une lueur de doute. Un moment d'humanité. Je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle enchaîna rapidement. Les mots sortant comme si elle les avait retenus. La façon dont ils vous ont traité. Ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Jean-Pierre ferma les yeux, se souvenant de son visage alors qu'elle lisait le document. Jeune, oui, mais avec des yeux qui voyaient la vérité. Merci, mademoiselle Martin, mais je suppose que vous n'avez pas appelé juste pour vous excuser. Une pause sur la ligne. Il pouvait entendre les bruits subtils de la circulation du soir en arrière-plan. Suggérant qu'elle était dehors, peut-être en train de rentrer du travail. Non, monsieur, en effet. Sa voix se fit plus forte. J'ai vu ces papiers que vous aviez. Je les ai vraiment vus. Les dates, les sceaux, votre nom, ils étaient authentiques, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Il garda un ton neutre. Des décennies de prudence difficiles à ébranler. Je suis à la banque depuis 6 mois maintenant. Je traite des documents tous les jours. Des hypothèques, des prêts, des titres de propriété. Je sais à quoi ressemblent de vrais papiers. Surtout les anciens. Et monsieur, les vôtres étaient authentiques. Les doigts de Jean-Pierre se resserrèrent sur la clé. Dans l'obscurité croissante de son appartement. Les souvenirs tourbillonnaient. La signature de ses documents originaux. Le poids du stylo. L'espoir de ce moment. Vous pourriez perdre votre emploi pour avoir passé cet appel. Mademoiselle Martin. Je sais. Aucune hésitation dans sa voix maintenant. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas simplement rentrer chez moi et faire comme si aujourd'hui n'avait pas eu lieu. Ces documents, ils racontent une histoire, n'est-ce pas? Une histoire que personne ne veut voir raconter. Par la fenêtre, les lumières de la ville s'allumaient. Une constellation d'étoiles électriques. Jean-Pierre se leva, se déplaçant pour regarder la ville qu'il avait passé une vie à observer. À attendre. Pourquoi vous souciez-vous de l'histoire d'un vieil homme? Mademoiselle Martin? Parce que ce n'est pas seulement votre histoire. N'est-ce pas? C'est plus grand que ça. C'est à propos de... Elle fit une pause. Choisissant ses mots avec soin. C'est à propos de choses qui auraient dû être différentes. De choses qui doivent encore changer. La sincérité dans sa voix toucha quelque chose en lui. Un rappel de sa propre jeunesse. De son propre désir ardent de rendre les choses justes. Il entendit du papier bruisser à l'autre bout du fil. J'aimerais entendre votre histoire, monsieur Dubois, vraiment l'entendre. Seriez-vous prêt à me rencontrer? À parler de ce qui s'est réellement passé? Jean-Pierre se détourna de la fenêtre, regardant les boîtes qui tapissaient ses murs. Des décennies de preuves, attendant le bon moment, le bon allié. Ce n'est pas une histoire agréable. Mademoiselle Martin. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le soit. Monsieur, une autre pause. Mais c'est une histoire qui doit être racontée. Il retourna à la table, s'assit dans le cercle de lumière de la lampe. La clé en laiton brillait, témoin silencieux de sa décision. Oui, dit-il finalement. Oui, je crois qu'elle le doit. À l'autre bout de la ville, dans son bureau aux boiseries de la banque, Richard Lefebvre faisait les 100 pas derrière son bureau, ses doigts tambourinant sur son téléphone portable alors qu'il attendait que l'appel soit établi. Le soleil s'était couché, mais il n'avait pas pris la peine d'allumer les lumières. L'obscurité convenait à son humeur. Monsieur, sa voix se brisa légèrement lorsque la ligne fut connectée. Oui, je sais qu'il est tard. Nous avons une situation. Il jeta un coup d'œil au logo de la banque sur le mur. Le nom Lefebvre bien en évidence dans le design. Ce vieil homme fou qui est venu aujourd'hui. Il avait des documents, des anciens. Il écouta, la mâchoire crispée. Non, monsieur, je ne pouvais pas les voir clairement. Mais, il déglutit difficilement. Il avait la clé originale du coffre. La clé de mon grand-père. Il écouta encore, son visage devenant plus pâle. Oui, monsieur, je comprends les implications. S'il a des preuves, il essuya la sueur de son front. Que voulez-vous que je fasse? La réponse le fit s'effondrer dans son fauteuil. Le cuir craquant dans le bureau vide. Oui, monsieur, quoi qu'il en coûte, nous ne pouvons pas laisser cela sortir. La réputation de la banque. Le nom de la famille. Oui, monsieur, je comprends. De retour dans son appartement. Jean-Pierre se pencha en arrière dans sa chaise. L'appel téléphonique avec Chloé était terminé. La lampe jetait une lueur chaude sur son simple dîner. Maintenant froid, ses yeux parcoururent les boîtes de preuves. Chacune un chapitre de cette longue histoire. Cela recommence, murmura-t-il pour lui-même, sa voix dérangeant à peine le calme du soir. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres sales du bouchon de Louis. Attrapant des grains de poussière qui dansaient dans l'air. L'endroit sentait le café et la graisse de la veille. Un arôme réconfortant qui n'avait pas changé en 30 ans.
Jean-Pierre était assis dans une banquette en vinyle usé près du fond. Sa tasse de café envoyant des volutes de vapeur dans l'air calme. Il avait choisi cet endroit avec soin. Près de la gare de Perrache. Facile à trouver pour Chloé. Mais loin du territoire habituel de la banque. La foule du petit déjeuner s'était éclaircie, ne laissant que quelques habitués sirotant leur café au comptoir. Une serveuse nettoyait les tables avec une précision mécanique. Le grincement de son chiffon marquant le temps comme un métronome. La cloche au-dessus de la porte sonna. Chloé entra, clignant des yeux alors qu'il s'adaptait à l'intérieur sombre. Elle portait des vêtements de travail simples. Une jupe crayon et un chemisier. Mais ses épaules étaient tendues. Ses mouvements prudents. Ses yeux balayèrent le restaurant jusqu'à ce qu'il le trouve. Jean-Pierre la regarda approcher, notant comment elle vérifia par-dessus son épaule 2 fois avant de se glisser dans la banquette. Fille intelligente, prudente. Monsieur Dubois, dit-elle à voix basse, merci de me rencontrer. Il fit un geste vers la cafetière sur la table. Il avait demandé une tasse supplémentaire en arrivant. Servez-vous, mademoiselle Martin. Pas besoin de chuchoter, juste des gens qui prennent leur petit déjeuner ici. Ses mains tremblaient légèrement en versant. Le café se renversant contre la céramique blanche. Je n'ai presque pas dormi la nuit dernière. Admit-elle. Je n'arrêtais pas de penser à ces papiers. À ce qui s'est passé. À pourquoi quelqu'un, elle s'interrompit, baissant les yeux sur sa tasse. Pourquoi quelqu'un jetterait un vieil homme de sa propre banque? Termina Jean-Pierre pour elle. Sa voix ne contenait aucune amertume. Juste une certitude tranquille. C'est une histoire qui remonte à plus loin que votre naissance. Mademoiselle Martin. La serveuse s'approcha, carnet en main, mais Jean-Pierre la congédia d'un sourire doux. Quand elle fut partie, il plongea la main dans sa veste. Une meilleure que celle de la veille. Bien que toujours modeste, et en sortit un mince dossier en carton. 1946, dit-il en ouvrant le dossier. J'avais une vision pour un autre type de banque. Une qui servirait tout le monde. Pas seulement ceux qui avaient déjà de l'argent. J'avais des fonds de l'entreprise de mon père. Et Thomas Lefebvre, le grand-père de Richard, avait les relations. Il fit glisser une coupure de journal jauni sur la table. Chloé étudia la coupure. Elle montrait 2 hommes debout devant un bâtiment. Tous 2 souriants. Le titre disait « Une nouvelle banque ouvre au centre-ville ». C'est vous, souffla-t-elle, touchant doucement la photo. Oui, un jeune homme avec de grands rêves. Jean-Pierre sirota son café. Thomas et moi, nous avons construit quelque chose de spécial. Ou du moins nous avons commencé. 6 mois plus tard, des papiers ont commencé à disparaître. Ma signature a été retirée des documents. L'argent a été déplacé d'une manière que je n'avais pas approuvée. Il produisit un autre document. Un relevé bancaire de 1948. À ce moment-là, le climat avait changé. La reconstruction et les tensions politiques rendaient les gens nerveux. Thomas a commencé à subir la pression de ses amis. De sa famille. Il a commencé à dire qu'il n'était pas convenable pour quelqu'un comme moi d'avoir une telle autorité. Les mains de Chloé se crispèrent autour de sa tasse. Il vous l'a volée. Morceau par morceau. Il a utilisé toutes les astuces possibles. Il a fait croire que j'avais mal géré les fonds. A falsifié des papiers montrant que j'avais vendu mes parts. Le temps que je comprenne ce qui se passait. Il était trop tard. La banque était à lui. Et je n'étais qu'un autre homme en colère qui faisait des accusations. La lumière du matin s'était renforcée, projetant de longues ombres sur leur banquette. Jean-Pierre sortit d'autres papiers, des actes de propriété, des portefeuilles d'investissement. Mais je n'ai pas disparu. Je ne suis pas mort amer comme il s'y attendait. J'ai construit tranquillement une propriété ici, des investissements là. J'ai fait travailler mon argent de manière qu'ils n'ont jamais remarqué. Et j'ai gardé chaque bout de papier, chaque preuve de ce qui m'appartenait. Chloé se pencha en avant. Son café oublié. Et maintenant? Le sourire de Jean-Pierre contenait des décennies de patience. Maintenant, le moment est venu. Cette clé que vous avez vue ouvre plus que l'ancien coffre-fort. Elle ouvre une boîte de vérité qu'il pensait enterrer. Mais j'ai besoin de quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un qui peut accéder aux archives sans éveiller les soupçons. Moi? Sa voix vacillait entre l'excitation et la peur. Vous avez fait preuve de gentillesse quand ce n'était pas facile. Fait preuve de courage en passant cet appel. Il fit glisser une enveloppe scellée sur la table. Une copie de l'acte original. Gardez-la en sécurité, si quelque chose arrive à mes copies. Les mains de Chloé tremblaient alors qu'elle prenait l'enveloppe, la glissant rapidement dans son sac à main. Ils se défendront quand ils réaliseront ce que vous faites. Ils le font déjà. Les yeux de Jean-Pierre pétillaient de savoir. Richard Lefebvre était au téléphone avec ses patrons avant que j'arrive à mon appartement hier. Un homme effrayé commet des erreurs. Un bus passa bruyamment à l'extérieur, son ombre balayant le restaurant. Chloé se redressa, la détermination remplaçant la peur dans ses yeux. Je vous aiderai, quoi que vous ayez besoin. Ce n'est pas juste, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font encore. Jean-Pierre étudia son visage, y voyant le même feu qu'il avait eu autrefois. Le même besoin de rendre les choses justes. Ce ne sera pas facile.
Cela pourrait vous coûter ce travail pour lequel vous avez tant travaillé. Certaines choses comptent plus qu'un travail. Monsieur Dubois. Elle croisa son regard fermement. Ma grand-mère me racontait des histoires sur des hommes comme vous. Des hommes qui ont construit des choses. Qui ont amélioré les choses. Puis qui se les sont fait enlever. Des héros de la résistance. Oubliés après la guerre. Je ne resterai pas les bras croisés à regarder cela se reproduire. Il rassembla ses papiers lentement. Délibérément. Mieux vaut partir séparément. Vous d'abord. Le bus devrait bientôt arriver. Prenez la porte de derrière. Chloé se leva, serrant son sac à main avec son précieux chargement. Je commencerai à regarder les anciennes archives aujourd'hui. Prudemment. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie arrière. Jean-Pierre la regarda partir, sentant un poids se lever qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait. Parfois, pensa-t-il, la justice avait besoin de jeunes mains pour l'aider à avancer. À travers la vitre avant, la lumière du soleil brillait sur quelque chose de l'autre côté de la rue. Deux hommes en costume sombre se tenaient près d'une berline noire. L'un d'eux tenait quelque chose qui capta de nouveau la lumière. Un objectif d'appareil photo. Il n'essayait même pas d'être discret. Jean-Pierre sirota son café, les laissant prendre leurs photos. Qu'il voit un vieil homme au petit déjeuner. Qu'il pense savoir ce qui allait arriver. Le soleil de l'après-midi tapait sur les trottoirs fissurés de la Croix-Rousse où Jean-Pierre marchait d'un pas tranquille. Ses chaussures usées raclaient un béton qui avait connu des jours meilleurs. Un peu comme le quartier lui-même. Des enfants qui jouaient à la corde à sauter interrompirent leur jeu. Chuchotant et le montrant du doigt en son passage. C'est lui, celui de TikTok, dit une fillette. Ma mère a dit qu'il était fou, répondit un autre enfant, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Jean-Pierre continua de marcher, le visage calme malgré la tension. Un groupe d'adolescents se prélassait sur les marches de leur entrée. Les téléphones levés à son approche. Il pouvait entendre le son minuscule de leurs écrans. Sa propre voix disant « Cette banque est à moi », suivi de rires moqueurs. Madame Martin, qui tenait l'épicerie du coin depuis 30 ans, lui fit signe de s'approcher. « Tu es partout sur le téléphone de mon petit-fils. » Jean-Pierre, dit-elle, l'inquiétude plissant son visage buriné. Ils te font passer pour une sorte d'idiot. Laisse-les parler, Hélène, répondit-il, acceptant la bouteille d'eau fraîche qu'elle lui tendit. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin de temps. À l'intérieur du magasin, une petite télévision montée dans le coin était réglée sur une chaîne d'information locale. Jean-Pierre regarda des images tremblantes de téléphone portable, le montrant en train d'être expulsé de la banque. Des papiers s'éparpillant. La voix du présentateur portait une pointe de scepticisme. L'incident à l'agence du centre-ville de la banque Lefebvre a déclenché un débat houleux. Tandis que certains rejettent les affirmations du vieil homme comme étant délirantes. D'autres soulignent le schéma historique des entrepreneurs spoliés de leurs biens pendant et après la guerre. Un panel d'experts apparut, parlant les uns par-dessus les autres. L'un, un analyste financier aux cheveux argentés, ricana. L'idée que quelqu'un puisse secrètement posséder une agence bancaire majeure sans que personne ne le sache est tout simplement absurde. Un autre intervenant. Un historien, rétorqua, en fait, durant la période de l'après-guerre, il y a eu de nombreux cas d'entrepreneurs, souvent issus de la résistance, qui ont été dépossédés de leurs entreprises par des moyens légaux et illégaux. Souvent par d'anciens collaborateurs qui avaient réussi à blanchir leur passé. Madame Martin secoua la tête, baissant le volume. Mon père me racontait des histoires sur des hommes comme vous. Jean-Pierre, des hommes qui ont tout construit à partir de rien pour se le faire arracher. L'histoire a une façon de se répéter, dit doucement Jean-Pierre, jusqu'à ce que quelqu'un brise le cycle. Dehors à nouveau, il passa devant le salon de coiffure local où les hommes se réunissaient quotidiennement pour débattre de tout. De la politique au sport. Aujourd'hui, leur attention était portée sur un téléphone montrant un commentaire sur YouTube à son sujet. Le gars a des papiers. Quand même, argumenta un coiffeur, tondeuse vrombissant dans sa main. Vous les avez vus tomber. Ce n'est pas un fou qui se balade avec des documents bancaires des années 40. Ça pourrait être des faux, rétorqua un autre homme. On peut tout falsifier de nos jours. Jean-Pierre continua son chemin vers la maison. Le poids des regards et des chuchotements le suivant. Son téléphone vibra. Le numéro de Chloé. Monsieur Dubois. Sa voix était excitée mais contrôlée. J'ai quelqu'un que vous devez rencontrer. Mon cousin, Lucas. Il est en faculté de droit. Il connaît des cas comme le vôtre. Sur les droits de propriété historique et les biens spoliés. Amenez-le, dit Jean-Pierre, vérifiant ses environs avant de continuer. Ce soir, après la tombée de la nuit, utilisez l'entrée de derrière. Des heures plus tard, alors que le soir s'installait sur la ville, Chloé arriva avec Lucas Moreau. Grand, au visage sérieux, portant des lunettes à monture métallique qui captaient la lumière de la lampe. Il portait un sac en bandoulière en cuir rempli de textes de loi. Monsieur Dubois, dit Lucas en lui serrant fermement la main.
J'ai étudié des cas similaires dans mon cours de droit des biens. Les précédents sont fascinants, en particulier concernant la propriété cachée et la documentation historique. Jean-Pierre étudia le visage avide du jeune homme. Vous comprenez les risques à vous impliquer là-dedans? Avec tout le respect que je vous dois. Monsieur, Lucas ajusta ses lunettes. Certains combats valent le risque. Ce qui vous est arrivé, ce n'est pas seulement de l'histoire. Cela se produit encore aujourd'hui de différentes manières. Quelqu'un doit se lever. Jean-Pierre hocha lentement la tête, puis se dirigea vers son lit. Un simple lit de camp poussé contre le mur. Il s'agenouilla, les articulations craquant, et souleva une lame de parquet lâche. De l'espace en dessous, il retira une malle de voyage cabossée. Ses ferrures en laiton étaient ternies par l'âge. J'ai gardé ça en sécurité, dit-il en actionnant la serrure. En attendant le bon moment. Les bonnes personnes. Les charnières de la malle grincèrent alors qu'il l'ouvrait. À l'intérieur, organisés avec un soin méticuleux, se trouvaient des dizaines de certificats d'action. Leurs sceaux dorés toujours brillants. Des liasses de lettres attachées avec un ruban délavé. Des photographies, des reçus, des relevés bancaires. Une trace écrite s'étalant sur des décennies. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent alors que Jean-Pierre commençait à étaler les documents sur sa petite table de cuisine. Ce sont des certificats d'actions originaux de série A, souffla-t-il, en manipulant un avec révérence. Et ces lettres, c'est la correspondance entre les membres du conseil d'administration original. Thomas n'était pas prudent au début, expliqua Jean-Pierre. Il pensait qu'il pouvait se fier à ses paroles sur papier parce que personne ne me croirait de toute façon. Il ne pensait pas que je garderais tout. Chloé ramassa une photographie. Jean-Pierre et Thomas Lefebvre debout devant le coffre-fort original. La clé, dit-elle, celle que vous avez montrée à la banque. Elle est là, sur la photo. Lucas prenait déjà des notes. Son bloc-notes se remplissant d'une écriture serrée. Monsieur Dubois, ces documents, ce ne sont pas seulement des preuves. C'est la chronologie d'un vol systématique. Avec ça, nous pourrions non seulement prouver votre propriété, mais aussi exposer des décennies de fraude d'entreprise. C'est pour ça qu'ils ont peur, réalisa Chloé. Leur conseil d'administration actuel. Ils doivent savoir que ces papiers existent quelque part. C'est pour ça qu'ils ont agi si vite pour vous discréditer. Dans la salle de conférence raffinée au 30e étage du siège social de la banque Lefebvre. Charles Lefebvre se tenait à la fenêtre. Son reflet dur et froid sur la silhouette de lion. Derrière lui, 6 avocats en costume coûteux étaient assis autour d'une table en acajou brillant. Des papiers étalés devant eux comme des plans de bataille. Ce vieil imbécile pense qu'il peut entrer ici et menacer tout ce que nous avons construit. La voix de Charles était calme, mais tranchante. Il se retourna, son costume sur mesure captant la lumière de fin d'après-midi. À 61 ans, il se déplaçait avec la grâce dangereuse d'un homme habitué à écraser l'opposition. Richard était assis à la droite de son oncle, essayant d'imiter le sang-froid de Charles, mais sans réussir à cacher sa nervosité. Il a une sorte de papier, dit-il, les doigts tambourinant sur la table. Et cette clé? Les papiers peuvent être discrédités. Le coupa Charles. Les clés peuvent être copiées. Il fit un signe de tête à Sandra Bernard, leur directrice des affaires juridiques, qui se leva et ajusta ses lunettes. Nous avons déjà élaboré une stratégie complète, dit-elle en distribuant des dossiers à tout le monde. Premièrement, nous déposons une demande d'injonction d'urgence pour harcèlement et comportement menaçant. Le juge Masson nous doit plusieurs faveurs. Il la signera sans poser de questions. Charles prit son dossier, mais ne l'ouvrit pas. Et l'angle médiatique? Un autre avocat, Jacques Lemoine, s'éclaircit la gorge. Nous avons 3 grands chroniqueurs financiers prêts à écrire des articles remettant en question sa compétence mentale. Ils se concentreront sur son apparence, son âge, l'absurdité apparente de ses affirmations. Nous organisons également des entretiens avec des experts psychiatres qui suggéreront une possible démence sans l'examiner réellement. Bien, dit Charles, prenant enfin sa place en bout de table. Qu'en est-il de ses antécédents? Je veux tout. Des amendes de stationnement, des livres de bibliothèque en retard. Tout ce que nous pouvons utiliser. Un jeune avocat tapota sur sa tablette. Nous avons trouvé des angles intéressants. Il vit dans le même appartement délabré depuis des décennies malgré une prétendue richesse cachée. Nous pouvons présenter cela comme une preuve de déclin mental. Il y a aussi un litige fiscal mineur de 1983. Nous pouvons en faire quelque chose de plus grand. Richard se pencha en avant. L'expression avide. Et cette jeune caissière qui l'a aidé. Chloé quelque chose? Martin, compléta Charles d'un ton plat. Elle est à la banque depuis 8 mois. Dossier impeccable. Bonnes évaluations de performance jusqu'à maintenant. Sandra Bernard prit une note. Nous pouvons nous occuper d'elle par les canaux normaux. Quelques problèmes de performance documentés. Quelques plaintes de clients qui ont été mal classés jusqu'à présent. Procédure standard. Charles se leva de nouveau, marchant lentement autour de la table. Je veux que tout le monde soit clair sur le récit que nous diffusons.
Un vieil homme confus fait des affirmations extravagantes sur la possession d'une grande banque. Il harcèle le personnel, perturbe les affaires et a besoin d'aide. Pas d'encouragement. Nous sommes la partie responsable ici, protégeant à la fois lui et nos clients de ses délires. Les avocats hochèrent la tête. Mais l'un d'eux, Pierre Hayes, fraîchement sorti de l'ENA, s'agita inconfortablement. Et s'il a une documentation légitime? Ces papiers que les gens ont vus. Charles le fixa d'un regard qui fit reculer le jeune homme. Monsieur Hayes, savez-vous ce que mon grand-père m'a appris sur le pouvoir? Il ne s'agit pas de ce qui est vrai. Il s'agit de ce que les gens croient être vrai. Et les gens croient ce que nous leur disons de croire. Richard eut un sourire narquois, gagnant en confiance grâce à la certitude de son oncle. Le vieil homme ressemblait à un sans-abri. Qui va le croire plutôt que nous? Exactement, dit Charles, mais son expression resta sérieuse. Néanmoins, je veux que tous les documents de la période de fondation soient sécurisés. Tout ce qui pourrait étayer ces affirmations doit être correctement archivé. Sandra, votre équipe s'en chargera personnellement. Sandra hocha la tête, comprenant la directive tacite. Nous aurons besoin d'un accès après les heures de bureau à la salle des archives. Pas de témoins, pas de traces écrites. Utilisez l'entrée de service, ordonna Charles, et toute séquence de sécurité de ces zones sera malheureusement perdue en raison de difficultés techniques. La réunion se poursuivit alors qu'ils affinaient leur stratégie. Les contacts avec les médias furent confirmés. Les documents juridiques signés et les plans mis en branle. Charles observait tout cela avec l'intérêt détaché d'un maître d'échecs déplaçant ses pièces sur l'échiquier. Et les réseaux sociaux? Demanda Richard. Ces vidéos continuent de se propager. Un consultant en médias qui était resté silencieux jusqu'à présent prit la parole. Nous déployons des contre-récits via notre réseau de comptes d'influenceurs. Des mèmes se moquant de lui. Des publications remettant en question son histoire. Ce genre de choses. D'ici demain, il ne sera plus qu'une autre blague d'Internet. Charles vérifia sa montre. Une Patek Philippe valant plus que la maison de la plupart des gens. Je veux que l'injonction soit déposée dans l'heure. Commencez le déploiement médiatique à l'aube. D'ici demain à la même heure. Quiconque soutient ces affirmations devrait se sentir idiot de l'avoir cru. Les avocats rassemblèrent leurs documents, sortant avec une efficacité bien rodée. Richard s'attarda, regardant son oncle retourner à la fenêtre. Le soleil se couchait maintenant, peignant le ciel de teinte rouge. Oncle Charles, dit-il en essayant de paraître désinvolte. Et s'il ne recule pas, même avec tout ça? Charles ne se détourna pas de la fenêtre. Son reflet ne montrait aucune expression alors qu'il parlait. Sa voix à peine plus qu'un murmure. S'il continue à pousser, enterrez-le. Richard hocha la tête avec empressement, imaginant déjà la défaite du vieil homme. Mais il manqua le regard dans les yeux de son oncle. Une lueur froide et dure qui parlait d'expériences que Richard n'avait jamais connues. De batailles menées de manière que son neveu ne pouvait pas comprendre. Le jeune Lefebvre partit, refermant la porte derrière lui. Charles resta à la fenêtre, regardant l'obscurité s'emparer de la ville. Dans la nuit tombante, son reflet semblait flotter contre la vitre. Un fantôme de pouvoir et de privilèges. Hantant les hauteurs du monde dont il avait hérité et qu'il protégeait par tous les moyens nécessaires. Il pressa sa main contre la vitre froide, les yeux fixés sur les rues lointaines, où Jean-Pierre Dubois osait défier ce que des générations de Lefebvre avaient construit. Les lumières de la ville commencèrent à scintiller en contrebas, chacune une étoile dans l'empire qu'il commandait. Un empire qu'il protégerait à tout prix. 2 jours plus tard, la lumière du soleil filtrait à travers les portes vitrées de la banque alors que Jean-Pierre Dubois s'approchait. Transformé, fini les vêtements en lambeaux et la sacoche effilochée. À la place, il portait un costume anthracite parfaitement taillé qui parlait d'une richesse discrète. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coupés, ses chaussures polies jusqu'à un éclat miroir. À ses côtés marchait Chloé Martin, la tête haute malgré les regards de ses collègues. Lucas Moreau flanquait l'autre côté de Jean-Pierre, portant une mallette en cuir remplie de documents. Derrière eux, 2 avocats distingués en costume sombre complétaient le groupe. Les agents de sécurité qui l'avaient expulsé quelques jours auparavant se figèrent. Incertain, l'un d'eux attrapa sa radio. Mais Jean-Pierre lui fit simplement un signe de tête et passa, sa dignité rayonnant comme un champ de force qui tenait tout le monde à distance. Le hall devint silencieux. Les clients s'arrêtèrent en pleine transaction. Les mains des caissiers planèrent au-dessus des claviers. Richard Lefebvre sortit de son bureau. Son visage s'empourprant à la vue de l'homme qui l'avait humilié, revenant maintenant comme un roi dans son château. Monsieur Lefebvre, dit Jean-Pierre, sa voix portant à travers le sol de marbre. Je crois que nous avons des affaires à discuter. Richard essaya de maintenir son autorité. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Il y a une injonction. Qui a été temporairement suspendue par le juge Perrin. L'interrompit l'un des avocats en produisant un document du tribunal. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. Lucas ouvrit sa mallette sur le bureau le plus proche.
sortant des dossiers avec une efficacité bien rodée. Nous avons une documentation complète prouvant les droits de propriété de Monsieur Dubois. Annonça-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Tout est notarié, tout est juridiquement contraignant. Chloé s'avança, s'adressant à ses collègues. Tout ce que vous allez voir est réel. Chaque document, chaque signature, chaque sceau, c'est la vérité qu'ils ont essayé de cacher. Jean-Pierre se déplaça au centre du hall où, quelques jours auparavant, il se tenait en haillons. Maintenant, il commandait l'espace, sa présence attirant tout le monde. Il leva le premier document. Un acte jauni mais impeccable daté de 1946. Cette banque a été fondée avec mon argent, dit-il, sa voix forte et claire. Les économies de mon grand-père, l'héritage de mon père, et chaque centime que j'avais gagné jusqu'alors. Thomas Lefèvre était mon partenaire, pas mon supérieur. Nous avons construit cela ensemble. Les clients se pressèrent, les téléphones enregistrant chaque instant. À travers les fenêtres, les caméras de télévision capturaient la scène, leur lumière ajoutant au drame. Le visage de Richard Lefèvre pâlissait à chaque nouveau document que Jean-Pierre présentait. Accord de transfert d'action, expliqua Lucas en étalant d'autres papiers. Monsieur Dubois a maintenu sa propriété grâce à un système de fiducie complexe. Même quand il pensait l'avoir évincé, il rachetait discrètement le contrôle par le biais de sociétés écrans et d'investisseurs par procuration. L'un des avocats désigna un document particulièrement important. Cette lettre fiduciaire de 1965 prouve que M. Dubois n'a jamais renoncé à sa participation fondatrice. Les signatures sont authentifiées par 3 experts distincts. Une cliente âgée s'avança, plissant les yeux en direction de Jean-Pierre. « Je me souviens de vous, » dit-elle soudainement. « Vous aviez un bureau ici quand j'étais jeune fille. Mon père disait que vous étiez l'homme d'affaires le plus intelligent qu'il connaissait. » Jean-Pierre sourit doucement. « Votre père était Jacques Monnet. Il avait un garage avenue Jean Jaurès. » C'est exact. Les yeux de la femme se remplirent de larmes. Ils nous ont dit que vous aviez tout vendu et que vous étiez parti. Ils ont dit beaucoup de choses à beaucoup de gens, répondit Jean-Pierre, sa voix ne portant aucune amertume. Seulement la vérité. Chloé organisa les documents bien en vue sur le comptoir en marbre. Relevé bancaire montrant les dépôts originaux. Acte de propriété utilisé comme garantie. Police d'assurance désignant M. Dubois comme principal bénéficiaire. Les preuves étaient accablantes. La foule s'agrandit à mesure que la nouvelle se répandait. Les clients qui avaient ri de Jean-Pierre quelques jours auparavant se pressaient maintenant pour lui serrer la main. Les employés de banque qui l'avaient méprisé se tenaient maladroitement à leur poste. La honte visible sur leur visage. Richard Lefèvre se retira dans son bureau, appelant frénétiquement ses supérieurs. Les agents de sécurité s'agitaient mal à l'aise, ne sachant plus qui ils étaient censés protéger. Lucas étala la dernière pièce à conviction. La charte bancaire originale. Son sceau doré toujours brillant après toutes ces années. La signature de M. Dubois est juste ici, à côté de celle de Thomas Lefèvre. Partenaires égaux, propriétaires égaux. Des applaudissements spontanés éclatèrent dans le hall. Quelqu'un cria « Bon retour, Monsieur Dubois !» D'autres se joignirent. Le son montant jusqu'à un crescendo qui sembla secouer les fondations même de la banque. Jean-Pierre se tenait calmement au milieu de tout cela, ses mains jointes derrière son dos. Il leva les yeux vers le grand plafond, se souvenant du jour où il avait été construit, se souvenant des rêves que lui et Thomas avaient partagés avant que la cupidité n'empoisonne tout. L'ascenseur sonna, et Charles Lefèvre en sortit, le visage tordu de rage. Il se fraya un chemin à travers la foule, son costume coûteux ne parvenant pas à cacher la fureur de ses mouvements. Derrière lui, une équipe d'avocats d'entreprise se dépêchait de suivre. « C'est absurde !» cria Charles en désignant les documents. « Ce sont des faux, tous. Cet homme n'est rien d'autre qu'un escroc essayant de voler ce que ma famille a construit. » La foule se tut, observant la confrontation. Charles tendit la main vers l'un des documents. Mais la main de Jean-Pierre jaillit, attrapant son poignet avec une force surprenante. « Votre grand-père vous a appris beaucoup de choses, Charles, » dit tranquillement Jean-Pierre, « mais il ne vous a jamais appris la vérité sur qui a vraiment construit cette banque. » Charles retira sa main, redressant sa veste. Son rictus portait tout le privilège et les préjugés de génération. « Ces papiers sont des faux, » déclara-t-il à la foule, « et je vais le prouver. » Charles plongea la main dans sa mallette, en sortant un dossier en cuir avec l'emblème doré de la banque. « Si vous voulez la vérité, » annonça-t-il à la foule, « la voici. » Il retira un document. C'est bornette malgré son âge apparent. Un accord de vente complet, déclara Charles en le brandissant pour que tout le voie. Daté du 15 septembre 1955. Monsieur Dubois a vendu chaque action qu'il possédait à mon grand-père pour la somme de 50 000 francs. Il distribua des copies aux journalistes qui s'étaient rassemblés, avec des tampons de notaire et des signatures de témoins. L'ambiance dans le hall changea.
Les téléphones qui avaient enregistré le triomphe de Jean-Pierre se tournèrent maintenant pour capturer sa chute apparente. Charles parcourait la pièce comme un procureur devant un jury, sa confiance grandissant à chaque pas. « Regardez les signatures », insista-t-il en montrant le bas de la page. « Comparez-les à celles de ces soi-disant preuves. Nos experts en documents ont déjà confirmé. Cet accord de vente est authentique. » Jean-Pierre étudia le papier, son visage ne trahissant rien. Mais Chloé vit ses mains trembler légèrement alors qu'il tenait le document. Lucas se pencha, murmurant « C'est impossible, nous avons tout vérifié. » Charles n'avait pas terminé. Il produisit d'autres papiers de son dossier. Des relevés bancaires montrant le transfert de fonds. Des lettres de l'avocat de M. Dubois confirmant la vente. Même une coupure de journal annonçant le changement de propriétaire. Il les étala un par un, construisant son argumentation avec la précision de quelqu'un qui avait soigneusement planifié ce moment. Les journalistes commencèrent à mettre à jour leurs articles. Les téléphones vibrèrent de notifications alors que les sites d'information inversaient leurs titres. Revendication de propriété démentie s'afficha sur les écrans. Les clients qui avaient acclamé Jean-Pierre quelques minutes auparavant reculèrent, le doute assombrissant leur visage. De plus, continua Charles, sa voix dégoulinante d'une fausse sympathie. Nous avons des preuves que M. Dubois a un historique de revendications infondées. En 1962, il a tenté de revendiquer la propriété d'une petite usine à Marseille. En 1971, il a contesté une transaction foncière à Bordeaux. À chaque fois, les tribunaux ont rejeté ces dossiers. Les avocats de Jean-Pierre se regroupèrent, examinant les documents de Charles avec une inquiétude croissante. L'un d'eux murmura quelque chose à Lucas, qui secoua la tête de frustration. « Je pense que nous en avons tous assez vu », annonça Charles. « Sécurité, veuillez escorter ces personnes dehors. Et cette fois, ajouta-t-il avec un sourire froid, assurez-vous qu'elles comprennent que des poursuites pénales suivront toute nouvelle tentative de fraude. » Les mêmes agents de sécurité qui avaient hésité à arrêter Jean-Pierre s'avancèrent maintenant avec une détermination renouvelée. La foule s'écarta, certains prenant des photos, d'autres détournant le regard par embarras. Le triomphe du matin s'était transformé en cendres de l'après-midi. Chloé se plaça entre les gardes et Jean-Pierre. « Ce n'est pas juste, protesta-t-elle. Ces documents ne peuvent pas exister. Monsieur Dubois signait encore des papiers de la banque en 1957. Je les ai vus moi-même. » Jeune femme, dit sèchement Charles, je serai très prudent avant de porter des accusations. Votre position ici est déjà précaire. La menace dans sa voix était claire. Lucas rassembla rapidement leurs preuves dans sa mallette. Son esprit d'étudiant en droit parcourant déjà les possibilités. Nous allons nous battre, marmonna-t-il. Il doit y avoir un moyen de prouver que ce sont des faux. Mais le mal était fait. Les camionnettes des chaînes d'information à l'extérieur diffusaient déjà des mises à jour sur la tentative de fraude du vieil homme à la banque. Les réseaux sociaux explosèrent de commentaires moqueurs et de mèmes cruels. La même propagation virale qui avait soutenu l'histoire de Jean-Pierre se retournait maintenant contre lui avec une efficacité brutale. Jean-Pierre resta immobile dans le chaos, sa dignité en quelque sorte intacte. Malgré le poids écrasant de l'humiliation publique, il redressa soigneusement sa cravate, ajusta sa veste de costume et regarda Charles droit dans les yeux. « Votre grand-père » dit-il doucement, pour que seul Charles puisse l'entendre. Il avait une cicatrice sur la main gauche suite à un accident de chasse. Nous étions ensemble quand c'est arrivé. Au printemps 1954. Le cerf qui s'est échappé. Comme il l'appelait. Chose amusante à propos de votre accord de vente. Il est daté après cet accident. Mais l'homme sur la photo du témoin n'a pas de cicatrice. Le sang quitta le visage de Charles. Mais il se reprit rapidement. Sortez-le d'ici, ordonna-t-il aux gardes. Cette fois, ils n'eurent pas besoin d'utiliser la force. Jean-Pierre sortit de son plein gré. La tête haute malgré les caméras et les questions criées. Chloé et Lucas le flanquaient protecteurs tandis que ses avocats suivaient, planifiant déjà leur prochain coup. Le soleil de l'après-midi semblait plus froid alors qu'ils atteignaient la rue. Les journalistes les assaillirent, les microphones tendus comme des armes. « Monsieur Dubois, comment répondez-vous aux preuves que vous avez vendues vos parts? Était-ce un coup de publicité? Êtes-vous prêt à faire face à des poursuites pénales ?» Lucas essaya de protéger Jean-Pierre de l'assaut tandis que Chloé appelait un taxi. Les avocats parlaient à voix basse d'injonctions et d'appels. Mais leurs mots sonnaient creux face au cirque médiatique. Des heures plus tard, après avoir décliné les invitations à rester chez Chloé ou Lucas, Jean-Pierre était assis seul dans son modeste appartement. La veste de costume était soigneusement accrochée à son cintre. L'une des rares belles choses qu'il possédait. La clé en laiton reposait sur sa petite table, captant la dernière lumière du jour à travers sa fenêtre. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels de journalistes et de producteurs d'émissions de télévision. Mais il les laissait aller sur la messagerie vocale. La télévision dans le coin diffusait silencieusement la couverture médiatique de son humiliation. Son propre visage le regardait sous les titres.
remettant en question sa santé mentale et son intégrité. Jean-Pierre prit la clé, sentant son poids familier. Des décennies de souvenirs vivaient dans sa surface usée. Des souvenirs d'espoir, de trahison et d'attente patiente. La vérité était là, encodée dans le laiton et le temps. Si seulement il pouvait le prouver. Tu détiens toujours la vérité, murmura-t-il à la clé, sa voix stable malgré tout. Les mots restèrent suspendus dans la pièce qui s'assombrissait. Un défi silencieux à la défaite de la journée. Le lendemain matin apporta un soleil faible à travers la brume automnale de Lyon. La petite voiture de Chloé s'arrêta devant l'immeuble de Jean-Pierre. Lucas était assis sur le siège passager. Son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux. Des documents juridiques étalés sur le tableau de bord. « C'est ici ?» demanda Chloé en regardant l'immeuble en briques usées avec son escalier de secours rouillé. « 3e étage, confirma Lucas en rassemblant ses papiers. Il est ici depuis 30 ans, selon les registres. Ils montèrent les escaliers étroits, leurs pas résonnant dans la cage d'escalier. La peinture s'écaillait des murs en longues bandes et un luminaire cassé pendait au-dessus de leur tête. Au 3e étage, ils trouvèrent l'appartement 3C. Ses numéros en laiton terni. Mais poli, Chloé frappa doucement. « Monsieur Dubois, c'est Chloé et Lucas. » Ils entendirent des palans. Puis plusieurs serrures se tourner. Jean-Pierre ouvrit la porte, déjà vêtu d'une chemise et d'un pantalon repassé malgré l'heure matinale. Son petit appartement était impeccable, avec des piles de documents organisés sur chaque surface. « Entrez, dit-il en s'écartant. J'ai fait du café. » L'appartement était petit mais digne. Comme son propriétaire. Un lit simple dans un coin. Soigneusement fait avec une courte pointe usée. Une plaque chauffante et un mini-réfrigérateur servaient de cuisine. Mais ce qui dominait l'espace, c'étaient les papiers, des boîtes et des classeurs. Chacun étiqueté et daté. « J'ai été debout toute la nuit, » dit Lucas en posant son ordinateur portable sur une petite table pliante. « À tout revoir après le désastre d'hier. Mais je pense avoir trouvé quelque chose. » Il sortit un épais document juridique. Ses pages marquées de notes autocollantes jaunes. Jean-Pierre versa du café dans des tasses dépareillées. Ses mouvements prudents et précis. « Dites-moi. » L'injonction qu'ils ont déposée. Elle est large, mais elle a des lacunes. Lucas feuilleta les pages. Ils étaient tellement concentrés à vous tenir à l'écart des bâtiments de la banque. Ils n'ont pas tout considéré. Il n'y a rien ici concernant les coffres-forts. Chloé se pencha en avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, expliqua Lucas, que si Monsieur Dubois a un coffre-fort existant à la banque, il a toujours le droit légal d'y accéder. Ils ne peuvent pas le lui refuser. Ce serait un vol de biens personnels. Jean-Pierre posa lentement sa tasse de café. Ses yeux lointains. Le coffre ? Murmura-t-il. Monsieur ? Chloé se rapprocha. Il y a 50 ans, quand j'ai su que Thomas préparait quelque chose, j'ai scellé un coffre. Jean-Pierre se dirigea vers son lit et sortit un journal en cuir usé de dessous. Je l'ai noté ici, la date et le numéro. Coffre 1944. Lucas tapa rapidement sur son ordinateur portable. Le coffre serait toujours valide tant que les frais étaient payés. Ils ont été payés intégralement. À perpétuité, le jour où je l'ai ouvert. Jean-Pierre sourit légèrement. Thomas pensait que j'étais excessif. Mais je savais qu'un jour j'en aurais besoin. Chloé prit la clé en laiton de la table où elle reposait. Ce n'est pas juste une clé de chambre forte, n'est-ce pas ? Non. Jean-Pierre la prit doucement. C'est une clé maîtresse de l'époque de l'ouverture de la banque. Elle ouvre tous les anciens coffres de la chambre forte originale. Thomas en avait une et j'en avais une. Il pensait avoir eu les deux quand il m'a évincé. Mais, il leva la clé. Certaines choses, on les garde près de soi. Lucas tapait toujours, selon la réglementation bancaire. Ils doivent honorer le contrat original sur les coffres-forts. Ils ne peuvent pas refuser l'accès sans une ordonnance du tribunal spécifique. Ce qu'ils n'ont pas. Qu'y a-t-il dans le coffre ? Demanda Chloé. Jean-Pierre passa son pouce sur les dents de la clé. La vérité, dit-il simplement. Des papiers que j'ai mis de côté quand j'ai soupçonné pour la première fois que Thomas se retournait contre moi. La charte bancaire originale avec nos 2 signatures. La preuve de mon investissement initial. Et des photographies. Tellement de photographies de nous deux construisant la banque. Y compris celle montrant la cicatrice de Thomas ? Demanda Lucas, se souvenant de la révélation de la veille. Et celle d'avant ? Jean-Pierre hocha la tête. Datée et tamponnée par le studio du photographe. La preuve que leurs documents sont des faux. Et une autre photo, bien plus accablante, qu'ils ne soupçonnaient pas que j'avais. Chloé commença à faire les 100 pas dans la petite pièce. Nous devons accéder à ce coffre avant qu'ils ne réalisent que cette faille existe. Ils essaieront de le bloquer dès qu'ils le comprendront. Nous aurons besoin de témoins, dit Lucas, et de preuves vidéo de tout. Ils pourraient essayer de prétendre que nous avons placé quelque chose dans le coffre. Jean-Pierre se redressa, l'énergie revenant dans son corps. J'ai attendu 50 ans pour rouvrir ce coffre. Chaque matin, je me réveillais et je me disais, pas aujourd'hui.
Mais bientôt, maintenant, c'est aujourd'hui. Ils élaborèrent rapidement un plan. Lucas amènerait 2 collègues de la faculté de droit pour témoigner et tout documenter. Chloé prendrait une journée personnelle. Ils arriveraient séparément, se retrouveraient dans le hall de la banque et procéderaient ensemble. Ils essaieront de nous arrêter, prévint Chloé en aidant Jean-Pierre à enfiler sa veste de costume. Richard sera furieux. Qu'il le soit, dit calmement Jean-Pierre. La fureur rend les hommes négligents. Ma patience a survécu à leur arrogance pendant 50 ans. Elle peut durer un jour de plus. Lucas prépara sa mallette avec les lois et règlements pertinents, prêt à les citer si nécessaire. Chloé vérifia les paramètres de l'appareil photo de son téléphone, s'assurant qu'elle pouvait tout enregistrer clairement. Jean-Pierre se tenait près de sa fenêtre, la clé à la main, regardant la ville qu'il avait aidé à construire. Prêt ? Demanda Chloé, la main sur la poignée de la porte. Jean-Pierre glissa la clé dans sa poche et redressa sa cravate. Le soleil du matin illumina son visage, soulignant la détermination dans ses yeux. La défaite de la veille s'était estompée, remplacée par la résolution tranquille qu'il avait portée à travers des décennies d'attente. Prêt, dit-il, et il les conduisit dehors, dans la lumière du matin. L'agence du Vieux Lion était calme sous le soleil de fin de matinée. Sa façade en pierre brillant, contrairement à l'agence du centre-ville. Ce bâtiment plus ancien avait encore ses détails architecturaux d'origine. Des colonnes sculptées et des luminaires en laiton qui parlaient d'une autre époque. La même époque où Jean-Pierre avait foulé ses sols de marbre en tant que propriétaire. Pas en tant que suppliant. Ils arrivèrent séparément comme prévu. Lucas et ses 2 collègues de la faculté de droit, Marie et Jacques, attendaient sur un banc à l'extérieur, faisant semblant de réviser des dossiers. Chloé se gara au coin de la rue, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle vérifiait une dernière fois la batterie de son téléphone. Jean-Pierre arriva le dernier en taxi, sortant avec une dignité délibérée. Le hall était moins bondé que celui du centre-ville. Principalement des clients âgés faisant leurs opérations bancaires hebdomadaires. Quelques têtes se tournèrent à l'assemblage de leur groupe. Mais il n'y avait aucune de l'hostilité de la veille. Cette agence semblait figée dans le temps. Ses panneaux de bois sombres et son haut plafond créaient une atmosphère de respect feutré. Rappelez-vous, murmura Lucas, ils doivent honorer l'accès au coffre. C'est la loi. Jean-Pierre s'approcha du comptoir principal. Sa posture droite malgré son âge. La jeune employée leva les yeux. Sa plaque nominative indiquant « Sophie ». « Bonjour », dit Jean-Pierre, plaçant sa carte d'identité et la clé en laiton sur le comptoir. « Je dois accéder à un coffre-fort. » Sophie prit la carte d'identité, puis regarda la vieille clé étrange avec confusion. « Monsieur, nos coffres-forts utilisent des clés modernes. » « C'est une clé maîtresse originale, » expliqua patiemment Jean-Pierre, pour le coffre numéro 1944. Il est en location continue depuis 1946. Sophie tapa sur son ordinateur, fronçant légèrement les sourcils. C'est dans l'ancienne section des coffres. Laissez-moi appeler Monsieur Perrin, notre directeur d'agence. Ils attendirent qu'elle disparaisse dans un bureau à l'arrière. Chloé s'agita nerveusement, son téléphone près dans sa poche. Jacques et Marie se positionnèrent nonchalamment près de l'entrée, surveillant toute tentative d'interférence. Monsieur Perrin sortit, un homme chauve d'une 50aine d'années qui se déplaçait avec la neutralité prudente de quelqu'un qui avait survécu à de multiples restructurations d'entreprise. Il étudia la carte d'identité de Jean-Pierre et la clé. C'est inhabituel, dit-il lentement. L'ancienne chambre forte n'a pas été accédée depuis des années. Mais si vous avez une pièce d'identité valide et la clé, il vérifia de nouveau son ordinateur. Oui, le coffre 1944 est toujours listé comme actif. Frais payés à perpétuité. Alors vous devez autoriser l'accès, dit tranquillement Lucas, s'avançant avec une copie des réglementations bancaires pertinentes. Oui, Perrin le congédia d'un geste de la main. Je connais la loi, veuillez me suivre. Ils passèrent par une porte marquée « Privé », descendirent un couloir bordé de coffres-forts plus récents. Au bout, une autre porte s'ouvrit pour révéler une chambre forte plus ancienne. Sa porte en acier épais portant le logo original de la banque. Le mécanisme fonctionne toujours, dit Perrin presque en s'excusant. Nous l'entretenons pour sa valeur historique. Mais presque plus personne n'a de coffre ici. La porte de la chambre forte s'ouvrit avec un doux sifflement. À l'intérieur, l'air était différent, plus frais, lourd d'histoire. Des coffres à façade en laiton bordaient les murs. Leurs numéros estampillés d'une peinture noire délavée. 1944, dit doucement Jean-Pierre, marchant directement vers lui. Ses doigts tracèrent les numéros comme pour saluer un vieil ami. Chloé avait sorti son téléphone maintenant. Enregistrant ouvertement, Perrin commença à protester, mais Lucas l'interrompit en douceur. La réglementation bancaire autorise la documentation de l'accès à la propriété personnelle. Monsieur. La clé glissa dans la serrure avec un ajustement parfait. 50 ans s'envolèrent alors que Jean-Pierre la tournait.
le mécanisme cliquant exactement comme il s'en souvenait. Perrin l'aida à retirer le lourd coffre et à le transporter dans une salle de consultation privée. « Je serai dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit, » dit Perrin en fermant la porte derrière lui. Jean-Pierre s'assit à la petite table, le coffre devant lui. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il soulevait le couvercle. Les autres se rassemblèrent, regardant, enregistrant. À l'intérieur, protégé par du papier ciré, se trouvait un dossier en cuir estampillé du sceau original de la banque. Jean-Pierre l'ouvrit avec soin. Le papier de la charte avait jauni, mais l'encre restait claire et sombre. 2 signatures côte à côte. Thomas Lefèvre et Jean-Pierre Dubois. Daté du 15 avril 1946. Regardez, murmura Chloé en désignant les pourcentages de propriété clairement indiqués. Dubois 51%, Lefèvre 49%. Sous la charte se trouvait une pile de lettres, toutes de l'écriture distinctive de Thomas Lefèvre. Lucas commença à les lire à haute voix, sa voix se renforçant à chaque révélation. Cher Jean-Pierre, les fonds supplémentaires que tu as fournis nous ont sauvés d'un effondrement certain. Je reconnais ta participation majoritaire et m'engage à te rembourser. Il passa à la lettre suivante. Ton investissement dans la nouvelle succursale a dépassé les attentes. Comme convenu, ta part de propriété reste majoritaire. Jean-Pierre sortit une enveloppe en papier craft remplie de photographies. Des images de 2 jeunes hommes, se tenant fièrement devant leur banque. Le visage de Thomas Lefèvre lisse et sans cicatrice sur les premières photos. Puis marqué par la cicatrice distinctive d'un accident sur les plus récentes. Chaque photo datée et tamponnée par des studios professionnels. La même cicatrice que leurs faux documents prétendent qu'il avait 10 ans plus tôt. Dit Marie en prenant des notes. Puis, le dernier élément, une seule photographie, soigneusement conservée. Elle montrait Thomas Lefèvre, souriant, serrant la main d'un officier allemand en uniforme. La photo était nette, la date au dos, estampillée par le photographe, indiquait « Lyon, 1943 ». Un silence de mort tomba sur la pièce. Ce n'était plus une simple preuve de fraude. C'était la preuve d'une trahison. Les mains de Jean-Pierre tremblaient alors qu'il tenait la charte. Son seau doré captant la lumière fluorescente. Chloé zooma avec l'appareil photo de son téléphone, capturant chaque détail, chaque signature, chaque tampon officiel. 50 ans, murmura Jean-Pierre, la voix épaisse d'émotion. 50 ans que j'ai attendu pour tenir ça à nouveau. Il leva les yeux vers ses alliés. Ses yeux brillants. Thomas pensait qu'il pouvait m'effacer. Mais le papier se souvient. Le papier n'oublie pas. Cet après-midi-là, le centre-ville de Lyon bourdonnait d'anticipation. La nouvelle s'était répandue rapidement. Quelque chose d'important se passait à l'agence principale de la banque Lefèvre. Les camionnettes des chaînes d'information bordaient la rue. Leurs antennes paraboliques dressées. Les piétons se rassemblaient derrière des barrières érigées à la hâte. Des téléphones portables levés pour capturer ce qui pourrait se dérouler. Jean-Pierre se tenait sur le trottoir. Le dossier en cuir solidement sous son bras. Il ne restait aucune trace de l'homme en haillons qu'ils avaient raillé quelques jours auparavant. Son costume anthracite lui allait parfaitement. Sa cravate argentée captant la lumière de l'après-midi. À ses côtés, Chloé et Lucas le flanquaient protecteur, tandis que leur équipe juridique, maintenant composée de 6 avocats, formait une phalange professionnelle. « Vous êtes prêts ?» demanda doucement Chloé. Jean-Pierre hocha la tête, son expression sereine. « Je suis prêt depuis 50 ans. » Ils se dirigèrent vers l'entrée. Les agents de sécurité s'avancèrent, puis reculèrent, incertains. L'injonction était toujours techniquement en vigueur. Mais la présence des médias les fit hésiter. Un journaliste tendit un microphone. « Monsieur Dubois, est-il vrai que vous avez la preuve de votre propriété ?» La vérité, dit clairement Jean-Pierre, parle d'elle-même. Le hall devint silencieux à leur entrée. Les clients et le personnel se figeant sur place. Richard Lefèvre sortit en trompe de son bureau, le visage marbré de rouge. « Vous ne pouvez pas être ici », cria-t-il. « Sécurité. » En fait, s'avança l'une des avocates de Jean-Pierre. Nous avons une ordonnance du tribunal annulant l'injonction compte tenu des nouvelles preuves. Elle brandit un document. Nous sommes ici pour rencontrer la direction de la banque maintenant. Le téléphone de Richard vibra. Il répondit, écouta, son visage s'assombrissant. Oui, mon oncle, ils sont là. Une pause. Oui, monsieur. Il désigna la salle de conférence, essayant de maintenir son rictus, mais sans y parvenir. Très bien, 10 minutes. Ils entrèrent dans la grande salle de conférence d'angle avec son mur de fenêtres donnant sur la ville. Des caméras se pressaient contre les vitres de l'extérieur, leur flash créant un spectacle lumineux saccadé. À l'intérieur, Charles Lefèvre était déjà assis en bout de table. Son costume coûteux une armure de privilège. C'est du harcèlement, dit Charles d'un ton plat. Quelles que soient les absurdités forgées que vous avez inventées. Forgées ? La voix de Jean-Pierre portait une autorité tranquille alors qu'il posait le dossier en cuir sur la table. Comme les documents que vous avez créés ?
Se montrant votre père avec une cicatrice qu'il n'a eue qu'en 1954, il ouvrit soigneusement le dossier. Ou peut-être voulez-vous parler de ces originaux, conservés dans le coffre de votre propre banque pendant 50 ans. Les avocats de Charles se penchèrent en avant, leurs expressions passant du mépris à l'inquiétude en étudiant la charte. L'un d'eux murmura avec urgence à l'oreille de Charles. Charles le repoussa d'un geste de la main. Ça ne peut pas être. La charte originale, poursuivit Jean-Pierre, sa voix portant jusqu'aux caméras pressées contre la vitre, montrant 51% de propriété. Attesté, notarié et enregistré auprès de la commission bancaire. Il étala les lettres une par une. Les propres mots de votre père reconnaissant mon rôle, mon investissement, ma propriété, la véritable histoire de la fondation de cette banque. Et puis, il posa la dernière preuve sur la table. La photographie de Thomas Lefèvre avec l'officier allemand. Le silence dans la pièce était total. Richard Lefèvre devint livide. Les avocats de Charles reculèrent comme s'il avait été frappé. Charles regarda la photo, son visage se décomposant. Le vernis de privilège et de pouvoir se fissura, révélant la panique en dessous. Ce n'est rien. Un montage. Un montage ? Dit Jean-Pierre, sa voix résonnant de la douleur de la trahison. Daté et tamponné par un studio lyonnais. Un studio dont les archives existent encore. Votre famille n'a pas été construite sur le génie. Charles, elle a été construite sur la trahison. La trahison de notre partenariat. Et la trahison de notre pays. Un des avocats de Charles se leva, rassemblant sa mallette. Monsieur Lefèvre, je ne peux plus vous représenter dans cette affaire. Il sortit. Suivi par deux autres. Le visage de Charles était passé du rouge au pâle. Vous pensez pouvoir entrer ici et prendre ce que ma famille a construit après toutes ces années ? Votre famille ? La voix de Jean-Pierre portait des décennies de force patiente. Votre père n'a rien construit seul. Mon argent a sauvé cette banque 3 fois dans sa première année. Mon travail a posé ses fondations. Les avocats restants se regroupèrent. Les papiers bruissants. Dehors, la foule avait grossi, se pressant contre les fenêtres. Les téléphones diffusaient en direct chaque instant. Richard arpentait la pièce, tirant sur son col. Charles se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Ce sont tous des mensonges. Des faux documents. Il essaie de voler. Sa main jaillit vers la photo. Plusieurs choses se produisirent à la fois. Le téléphone de Chloé captura son mouvement. Et 2 policiers, qui avaient été discrètement convoqués, entrèrent dans la pièce. Monsieur Lefèvre, dit fermement un officier, veuillez vous éloigner de la table. C'est ma banque, cria Charles, de la salive volant. Vous ne pouvez pas. En fait, dit le second officier, sortant des menottes, nous avons un mandat concernant une tentative de fraude. Une falsification de documents bancaires. Et, il jeta un coup d'œil à la photo. Des enquêtes relatives à des crimes de guerre. La brigade financière s'est montrée très intéressée par certaines découvertes récentes. Charles regarda sauvagement autour de la pièce. Ne trouvant aucun allié, ses avocats restants fixaient le sol. Richard recula, les mains levées. Les officiers s'avancèrent. Charles Lefèvre, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Les menottes se refermèrent. Jean-Pierre resta assis, observant calmement Charles être emmené, criant des menaces et des promesses de représailles. La charte reposait ouverte devant lui. Sa vérité enfin libérée après 50 ans d'obscurité. À travers les fenêtres, la foule éclata de joie en voyant Charles sortir menotté. Les téléphones enregistrèrent sa marche vers la voiture de police qui attendait. Richard s'effondra sur une chaise dans un coin. Toute arrogance disparut. Chloé rassembla soigneusement les documents, les remettant dans leur dossier, tandis que Lucas se coordonnait avec l'équipe juridique restante. La vérité était enfin revenue à la maison. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle de conférence de l'hôtel, attrapant des grains de poussière qui dansaient au-dessus de la mer de journalistes impatients. Les équipes de tournage se bousculaient pour obtenir la meilleure position, leur équipement créant une forêt de microphones et de perches. À 9 heures précises, Jean-Pierre Dubois monta sur la petite estrade, flanqué de Chloé et Lucas. Il portait un costume bleu marine profond, sa cravate argentée assortie au gris distingué de ses tempes. La sacoche qui avait autrefois contenu ses précieux documents reposait maintenant dans une vitrine derrière lui. Symbole de son parcours. Bonjour, commença-t-il, sa voix stable et claire. La salle se tut. Hier a marqué la fin d'une injustice de plus de 50 ans et le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de cette banque. Les obturateurs des appareils photo cliquetèrent rapidement alors qu'ils désignaient un écran où des analyses étaient affichées. Les enquêteurs ont confirmé ce que je savais depuis 1946. La famille Lefèvre, en commençant par Thomas et en continuant avec son petit-fils Charles, s'est livrée à une fraude systématique pour effacer mon rôle de partenaire fondateur et d'actionnaire majoritaire. Lucas avança, désignant des documents spécifiques. L'enquête a révélé des décennies de signatures falsifiées,
de contrats antidatés et de registres délibérément modifiés. Les Lefebvre ont exploité le chaos et les préjugés de leur époque. Supposant que personne ne croirait ou ne soutiendrait les affirmations de M. Dubois. Un fils de résistant. La main d'un journaliste se leva. Monsieur Dubois, comment avez-vous survécu toutes ces années sans accès à vos biens légitimes? Les yeux de Jean-Pierre se plissèrent légèrement. Je n'ai jamais cessé de travailler. Pendant qu'il pensait m'avoir tout pris. J'ai construit discrètement des investissements immobiliers, des projets de développement communautaire. J'ai appris la patience de ma grand-mère, qui m'a appris que la justice peut dormir, mais qu'elle ne meurt jamais. Chloé lui toucha doucement le bras, puis s'adressa à la foule. Travailler avec Monsieur Dubois ces dernières semaines m'a montré à quoi ressemble la vraie dignité. Le même homme qu'ils ont raillé en haillons se tient maintenant devant vous comme celui qu'il a toujours été. Un homme d'affaires brillant et un homme d'un caractère inébranlable. Un autre journaliste cria. Pouvez-vous confirmer les arrestations de ce matin? Oui, répondit Lucas, consultant ses notes. Richard Lefebvre a été arrêté à 6 heures du matin à son domicile. Des accusations supplémentaires de complot et de falsification de preuves ont été ajoutées au dossier de Charles et de lui-même. La brigade financière a gelé leurs avoirs personnels en attendant l'enquête. Jean-Pierre leva la main pour demander le silence alors que la salle éclatait de questions. Le passé ne peut pas être changé, dit-il fermement, mais le futur, nous pouvons le façonner. Depuis ce matin, j'ai été officiellement réintégré en tant que propriétaire majoritaire de cette institution. Mon premier acte sera de la transformer en ce qu'elle aurait toujours dû être, une force pour la communauté. Il désigna une série de graphiques derrière lui. Avec effet immédiat, nous créons une fondation pour la mémoire et l'avenir. Dotée de 50 millions d'euros. Elle financera des bourses d'études pour les descendants de résistants et de déportés. Des prêts aux petites entreprises dans les quartiers défavorisés et des initiatives d'éducation historique. Cette banque a été construite avec les rêves des gens ordinaires. Il est temps qu'elle serve à nouveau ses rêves. L'annonce suscita les applaudissements de la presse rassemblée. Un journaliste chevronné se leva. Sa voix portant des années de cynisme et un espoir retrouvé. Monsieur Dubois, pourquoi n'avez-vous pas abandonné? 50 ans, c'est long à attendre. La réponse de Jean-Pierre vint lentement. Parce que la vérité n'expire pas. Parce que mon père m'a appris que la dignité d'un homme n'est pas dans ses vêtements ou sa position, mais dans son caractère, et parce que je savais qu'un jour, je reviendrais dans ce hall, non pas comme un homme qu'il pouvait railler, mais comme l'homme que j'ai toujours été. Alors que la conférence se terminait, Jean-Pierre, Chloé et Lucas se dirigèrent vers l'agence principale de la banque. Ils s'arrêtèrent à l'entrée, les mêmes portes par lesquelles la sécurité l'avait autrefois expulsé. À travers la vitre, ils pouvaient voir le personnel rassemblé dans le hall. Leur visage un mélange de honte et d'incertitude. Prêt? Demanda Chloé. Jean-Pierre redressa sa cravate. Je suis prêt depuis 50 ans, répondit-il avec un petit sourire. Les portes s'ouvrirent. Le hall devint silencieux. Là où il y avait eu autrefois moquerie et dédain, il n'y avait maintenant que du respect. Le personnel qui avait ri de ses vêtements en lambeaux baissait maintenant la tête à son passage. Les pas de Jean-Pierre résonnaient sur le sol de marbre alors qu'il marchait vers le centre du hall. Il s'arrêta là, regardant le plafond voûté. Puis les visages autour de lui. Aucun mot n'était nécessaire. La vérité avait parlé. La justice s'était réveillée et la dignité, patiente, inébranlable, avait triomphé. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres du bureau de la direction, réchauffant le bureau en acajou poli où Jean-Pierre Dubois était maintenant assis. Sa vieille sacoche en cuir, celle-là même qui avait attiré les ricanements des semaines auparavant, reposait bien en vue sur le coin du bureau. Ses bords effilochés un témoignage d'années d'attente patiente. Un léger coup interrompit ses pensées. Chloé entra, portant une pile de rapports et arborant son nouveau badge qui indiquait « vice-présidente des relations communautaires ». Les premières demandes de bourse arrivent déjà, dit-elle en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir. Les gens l'appellent le « fonds de la dignité ». Ce n'était même pas notre idée. C'est la communauté qui a commencé. Jean-Pierre hocha la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. La dignité, c'est ce qu'ils ont essayé de me prendre ce jour-là. Pas seulement ma banque, mais ma dignité. Mais vous ne l'avez jamais perdue, dit fermement Chloé, même quand il riait, même quand la sécurité vous expulsait. Vous aviez plus de dignité que n'importe qui dans ce hall. Il attrapa la vieille sacoche, tapotant doucement son cuir usé. Mon père m'a donné cette sacoche quand je débutais. Il disait qu'un homme a besoin de quelque chose pour transporter ses rêves. Il gloussa doucement. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle transporterait 50 ans de preuves à la place. Par la porte ouverte, il pouvait entendre les bruits animés du hall de la banque en contrebas. L'atmosphère s'était complètement transformée, là où il y avait eu autrefois une efficacité froide et une discrimination subtile. Il y avait maintenant de la chaleur et un accueil sincère.
La famille Lefebvre avait construit sa fortune sur des rêves volés et une histoire trahie. Maintenant, dit Jean-Pierre en signant des documents pour de nouveaux programmes d'investissement communautaire. Nous construirons quelque chose de mieux sur des rêves restaurés et une mémoire honorée. À travers les murs de verre de son bureau, il pouvait voir les clients entrer dans la banque. Leur visage était différent maintenant. Plein d'espoir, confiant. Une femme âgée avec un chapeau lui fit un signe de la main. Et il lui rendit son salut. Un jeune homme en bottes de travail se tenait plus droit en s'approchant d'un caissier. N'ayant plus peur d'être jugé, Jean-Pierre se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la silhouette de Lion. Il y a 50 ans, il se tenait dans ces mêmes rues, regardant son rêve être volé. Maintenant, il se tenait au-dessus d'elle, le regardant renaître. Vous savez ce qui compte le plus ? Dit-il doucement. Pas la justification, pas même le fait de récupérer la banque. C'est de voir les gens entrer ici la tête haute, sachant qu'ils seront traités avec respect. La lumière de l'après-midi changea, peignant la ville de teintes d'ambre et d'or. En contrebas, le flot constant de clients continuait. Des parents ouvrant des comptes d'épargne pour leurs enfants. Des propriétaires de petites entreprises cherchant des conseils. Des primo-accédants osant rêver. Parfois, songea Jean-Pierre, la justice a besoin de temps pour mûrir. Comme un fruit sur un arbre. On ne peut pas la presser. On ne peut pas la forcer. Il faut juste en prendre soin. La protéger, et avoir confiance que sa saison viendra. Chloé se tenait à ses côtés à la fenêtre. Tous deux regardant la ville vibrer de vie. Et quand elle arrive, dit-il en touchant légèrement la vitre, elle nourrit des générations. La vieille sacoche capta la lumière du soleil. Ses humbles coutures brillant maintenant comme de l'or. Elle avait transporté ses preuves à travers des décennies d'attente. À travers la moquerie et le mépris. Maintenant, elle reposait sur le bureau qui lui avait toujours appartenu de droit. Non pas comme un rappel de l'humiliation, mais comme un symbole d'endurance. Un enfant dans le hall le montra du doigt, demandant à sa mère qui était l'homme à la fenêtre. La réponse de la mère porta clairement dans l'air. C'est Monsieur Dubois, c'est le propriétaire. Il nous apprend que la justice prend parfois du temps, mais qu'elle vient toujours à ceux qui gardent leur dignité. Jean-Pierre sourit à la silhouette lointaine, à la ville qui avait été témoin à la fois de sa douleur et de son triomphe. Sa voix n'était qu'un murmure alors qu'il prononçait les mots qu'il avait attendus 50 ans pour dire. Dignité restaurée, justice rendue.